un temps qu'on voudrait d'une heure et demie environ. On va faire ça en différentes parties. Et puis l'idée, ce serait aussi de réfléchir sur la seconde partie de cette matinée à la réflexion autour d'une motion que Ville Internet souhaiterait porter à ce sujet, au sujet des enjeux du numérique en territoire rural. Alors je suis Mathieu Vidal, je suis enseignant-chercheur, géographe. Je travaille notamment sur les usages du numérique et tout ce qui concerne les villes et les territoires intelligents, mais je suis ici au titre de la présidence de l'association Ville Internet, dont je dirai quelques mots par la suite. Alors seront présents avec moi durant ce temps d'une heure et demie Jean-Paul Nicolas, qui est vice-président de la CABA au numérique, et qui nous parlera de son expérience d'élu sur cette thématique depuis déjà un petit moment. Guy Clua, que j'ai vu, qui est pas loin, qui est vice-président de la MRF, l'Association des maires ruraux de France, Claudie Le Breton, qui est à côté de moi, qui est vice-président de Ville Internet et qui a été président du conseil départemental notamment, et de l'ADF, et Michael Bidot, qui travaille à Ville Internet. Alors, en quelques mots, Ville Internet, c'est quoi? C'est une association qui s'organise autour de 3 salariés, Michael et Antonin, que vous avez vu sur le stand à l'accueil, et une déléguée générale qui ne pouvait pas être là. C'est une association dont l'objectif est d'accompagner les collectivités locales sur leurs usages et déploiement du numérique, mais qui a vocation également, et peut-être surtout, à valoriser les actions des collectivités locales et les politiques volontaristes de ces collectivités locales, alors par le biais de deux objets. Les conférences et ateliers démarrent maintenant. Pour rappel, dans l'auditorium, comment devenir un ou une élue au numérique, conférence organisée par Ville Internet. Atelier numéro 1 au rez-de-chaussée, cybersécurité et données. Atelier numéro 2 au rez-de-chaussée gauche, cœur de ville et centre-bourg. Et atelier numéro 3, les SDUS et les SDUN, mode d'emploi. Atelier numéro 3, c'est au niveau -1. Voilà, c'est parti. Merci aux pilotes d'atelier de démarrer leur séquence. Merci. On avait été bons élèves. Alors, donc une association qui contribue à valoriser les actions et les politiques volontaristes des collectivités locales par deux moyens, notamment l'Atlas qu'on trouve en ligne et qui recense les actions des collectivités. Il y en a 23 000 en ligne à l'heure actuelle, ce qui est assez énorme. Et également par le biais du label que vous connaissez sûrement. L'association décerne des arrobases de 1 à 5 arrobases de collectivités qui sont candidates sur ce label qu'on remet chaque année au mois de février, et les collectivités ont jusqu'au 15 octobre cette année pour finir de renseigner leur inscription en ligne. Donc n'hésitez pas à venir vers nous si vous êtes intéressés, on pourra vous renseigner. C'est aussi 2000 collectivités qui ont été labellisées sur la durée. On a rendu le 20e label cette année, et ce sera le 21e à venir, évidemment. Et c'est une cartographie qui est intéressante, puisqu'il y a des collectivités candidates sur 16 des 18 régions, en comptant les DROM en France et hors métropole. Et les collectivités membres de Ville Internet regroupent finalement environ 5 millions d'habitants. Alors ce qui est beaucoup et pas beaucoup, mais qui est tout de même représentatif au final de ce qui se fait en matière d'Internet citoyen. Je parlerai des partenaires aussi très rapidement. On l'avait mis en page d'intro, mais Ville Internet a porté avec un élu du Nord-Pas-de-Calais un rapport qui a été remis à Jean-Baptiste Lemoine il y a désormais un an sur les territoires numériques. Et par
par ailleurs, Ville Internet a ses entraînes et porte la parole de ses membres, de ses membres de ces collectivités dans différents ministères qui nous reçoivent très régulièrement. On cite bien sûr avec plaisir les deux partenaires privilégiés de Ville Internet que sont la MNT, la Mutuelle Nationale Territoriale, et la BFM, la Banque Française Mutualiste. Voilà. Vous avez la liste des autres partenaires ici à l'écran. Voilà, je fais rapide parce que j'aimerais qu'on garde pas mal de temps pour la suite et les échanges, en espérant, est-ce qu'on peut faire un petit sondage? Est-ce qu'il y a des élus dans la salle? Super, merci beaucoup. Et des techniciens, oui. Alors sur le numérique, sur les SI, je suppose, ouais, dans les... Ok, d'accord. Donc la CABA, je suppose. Pas du tout, ok, merci. Il y a le DSI de la CABA, ok, la COM. Et vous êtes d'où, monsieur? Alors moi je suis élu d'une petite commune et après j'ai une société de création de matin. Ok, on s'est croisés hier. Très bien, alors pour ce premier temps, je vais passer la parole à monsieur Nicolas qui va nous parler de son expérience d'élu au numérique. Vous êtes élu à la CABA. Mesdames et messieurs, d'abord je voudrais vous saluer, une bonne journée. En préambule, je voudrais évoquer un petit peu mon territoire et vous dire que c'est le territoire qui s'appelle la CABA, dont vous êtes aujourd'hui au cœur du sujet. Elle rassemble 25 communes au port du Sud-Ouest et c'est 57 000 habitants. On peut dire que c'est une longue histoire de coopération intercommunale entamée déjà depuis 1965. En matière de numérique aussi, notre intercommunalité a eu la volonté de conduire un développement performant. Et comme c'est souvent ou toujours le cas, je voudrais souligner que cette volonté a été portée par deux hommes. Et ça, je voulais le préciser aujourd'hui, ça a été important pour notre territoire. Il s'agit de Jacques Mézard, que beaucoup connaissent et qui a eu des fonctions ministérielles également, mais qui a été aussi président de la CABA entre 2001 et 2017 et qui a créé une délégation spécifique au numérique dès 2001. René Souchon également, que je voudrais rappeler, qui a été maire de cette ville, puis président de la région, comme vous le savez, et qui a initié des plans de déploiement des infrastructures au niveau régional, avec le PPP, le très haut débit, FTTH, donc, et le CREI. Ces hommes, et ces deux hommes ont eu une vision prospective de l'aménagement du territoire et du rôle prépondérant que le numérique était appelé à y jouer. C'est pourquoi notre agglomération s'est investie très tôt dans le développement, à la fois des techniques, mais aussi des services aux habitants. En effet, en tant que vice-président en charge d'éthique, des techniques d'information et de communication depuis 2002, j'ai pu impulser une politique structurée autour de trois axes que je voudrais citer. Tout d'abord, l'intégration d'outils métiers pour améliorer le travail et l'efficacité des services communautaires. Un exemple majeur, et je souhaite le souligner également, c'est le développement d'un système d'information géographique qui est passé d'un outil métier au service à la population avec une mise à disposition dans toutes les communes, c'est-à-dire dans les 25 communes rurales de notre territoire. Je citerai le logiciel SPL Pile, entre parenthèses. Dans le même temps, nous avons mené des initiations pour les habitants, notamment pour ceux qui sont le plus éloignés de l'outil informatique, et c'est particulièrement important dans les territoires ruraux où nous avons une démographie vieillissante. Nous l'avons entre autres réalisé au travers d'animations proposées par la médiathèque. Alors la médiathèque a joué un rôle très important dans le déploiement et dans l'articulation dans toutes nos communes, en collaboration avec le dispositif aujourd'hui qui fêtait son anniversaire, le dispositif Cybercantal. Et c'est avec ces animateurs que nous avons pu sensibiliser dans les 25 communes de notre territoire les outils numériques. Nous avons dans le même temps conçu MusNet également en 2005, et ça c'était tôt, qu'on mettait à la disposition des communes de nos animations pour valoriser aussi le numérique. Le troisième axe que je voudrais citer, ce qui a fait en fait, sur le deuxième axe, ce qui a fait en fait une médiathèque numérique. D'une partie informatisée, elle est devenue complètement numérique. Je salue aujourd'hui la présence du vice-président qui est en charge de la médiathèque qui est à nos côtés.
Le troisième axe, enfin indispensable, c'est le déploiement des infrastructures. Nous avons construit une relation étroite avec les opérateurs sur notre territoire pour que ce déploiement des systèmes de communication soit le plus efficace. On a commencé par une implication forte auprès de notre population pour faire découvrir la DSL à l'époque, et ça c'est une implication directe des services de la CABA. Aujourd'hui, nous avons cette chance d'être dans une zone AMI, donc une zone de déploiement par l'opérateur Orange, qui avait été retenu dans le plan des déploiements national. Donc voilà, on est en phase de finalisation, on est bien avancé. Aujourd'hui, en 2020, normalement, l'ensemble de nos territoires doit être couvert. Alors je le rappelle parce que nos populations, on a tellement communiqué, et tout à l'heure j'en dirai deux mots, mais aujourd'hui deviennent de plus en plus exigeants et nous disent comment se fait-il que nous perdons encore la file. Alors que tout l'ensemble des habitations de notre territoire vont pouvoir en disposer, et on est dans les timings, et même Orange est engagé à nous faire gagner 2 ans, parce que normalement c'était 2022. Et on a raccourci cette durée. Donc, comme vous l'avez compris, pour la CABA, le numérique constitue depuis longtemps 3 points. Donc, un levier essentiel pour les enclavements et l'attractivité, un vecteur de performance du service public, mais aussi un outil de lien social et d'accessibilité sur toutes les communes. Ça, on y tenait que la petite commune de 200 habitants ait les mêmes prestations que la grosse. Donc voilà, on est dans un équilibre. Il ne peut être dissocié d'un souci de proximité. Voilà. L'enjeu que nous définissons pour notre territoire, c'est de mettre à la disposition de ses habitants et de ses entreprises des techniques performantes, identiques à celles des grandes métropoles, d'appuyer ou de contribuer aux initiatives et innovations publiques et privées. Donc j'ai évoqué des techniques qui peuvent, pour certains d'entre nous et d'entre vous, paraître remonter à la haute antiquité. Quand on parle d'Excel aujourd'hui, je crois qu'on ne devrait même plus le citer, mais je le fais. C'est pourtant pas si vieux que ça. En 2004, c'était la continuité. C'est un signe que l'évolution accélère de ces techniques et que ça va très vite. Donc demain, on peut s'attendre à des gros changements également qu'on ne peut même pas imaginer peut-être aujourd'hui. Cependant, comme je le soulignais dès le départ, être un élu au numérique, c'est d'abord porter une volonté politique. Donc à partir du moment où la décision est prise, on y va. Que l'on soit un professionnel du secteur ou pas, ce qui est essentiel, c'est de pouvoir s'appuyer sur des ressources solides en interne. Alors ça, j'ai eu cette chance d'avoir pu structurer, et ça c'est l'exécutif de l'ECBA qui avait décidé, qui est vraiment une structuration des systèmes d'information avec des techniciens, des DSI, un DSI, voilà. Aujourd'hui, c'est un appui par rapport à tout ce qu'on gère en interne, puisqu'on a géré beaucoup de choses, et tellement de choses que je vais l'évoquer tout à l'heure, et je voudrais quand même les remercier personnellement, et je rajouterai la communication, que j'allais oublier, qui a joué aussi un rôle important, et l'interface entre les techniques que nous avons déployées, les usages que nous avons voulu mettre en place, et l'information auprès de nos concitoyens, ce qui est important. Et on a pu s'en rendre compte avec le label, Monsieur le Président, ça nous a permis de ressortir l'ensemble des fiches actions, et on a remémoré tout ce qu'on avait fait, et puis finalement, on a pu recommuniquer là-dessus. Donc ce que je voudrais dire aussi, qu'on touche à un des enjeux fondamentaux pour nos territoires, à côté de la qualité des infrastructures, qui reste la question numéro 1, se pose le problème des ressources, qu'elles soient humaines ou matérielles. En la matière, le bassin d'Aurillac a la chance encore d'avoir, dès la rentrée de cette année, un DUT proposant des options de cybersécurité. Donc ça sera, et c'est unique, je voulais le préciser, c'est unique en France, et ça va se passer hors. Cependant, j'attire votre attention sur le fait que nos collectivités n'auront plus les moyens de développer d'autres usages sans une réflexion profonde. Là, je voulais lancer le débat et lancer l'idée, j'en ai parlé hier soir aussi à Mme Jarry. Je crois que ça va concerner toutes les collectivités pour qu'on puisse aller plus loin dans la mutualisation, que ce soit au niveau départemental ou au niveau régional. Je pense particulièrement aux problématiques des salles serveurs et de stockage. Aujourd'hui, l'image va être de plus en plus performante, nos systèmes vont générer des fichiers de plus en plus lourds. Pour nos collectivités, c'est un problème.
C'est un problème de temps, où on a beaucoup de techniciens qui sont obligés de maintenir ça, mais ça sera demain un problème financier. Parce que assurer les sécurités de plusieurs serveurs sur la même collectivité, c'est quand même contraignant. Donc voilà, je voulais que ce débat puisse se lancer et qu'on puisse aussi pouvoir bénéficier de techniciens cybersécurité. Parce qu'on n'aura pas les moyens, très honnêtement, de se payer. Il va y avoir un nombre restreint d'étudiants sur l'ensemble de la faculté. Et je pense bien que les grands groupes qui ont beaucoup de sous vont aspirer ces compétences. Ça va être l'escalade, comme ce l'est sur un certain nombre de postes de techniciens informatiques. Et ça, le DSI me confortera dans ma position. On a un turnover des fois qui nous pose problème. Donc voilà, je voudrais continuer en disant pourquoi ne pas imaginer aussi une harmonisation des services à la population. Ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur, qui contribuerait à leur simplification et une meilleure accessibilité. Autant de questions et d'enjeux qui sont au cœur de l'Internet citoyen, promu par Ville Internet. Ça, je voudrais le souligner. Et je souhaite, en concluant mon propos, remercier l'association de nous rassembler pour nous permettre de réfléchir et d'agir ensemble. Voilà. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Jean-Paul Nicolas, pour cette première intervention. On reviendra sur différents points qui ont été abordés. Alors, pour passer à la suite et pour faire transition, quelques éléments tout de même, mais on l'a vu et ça a été dit, la décision politique est fondamentale dans la mise en place de ces actions, de ces expérimentations et de ces services à la population. Alors, juste un chiffre, mais il y a 20 ans, Ville Internet labellisait 40 communes à peine, et depuis, 2100 ont été labellisées. Donc, on voit bien que le nombre de villes qui se sont impliquées dans la thématique fondamentale, le numérique est partout désormais, on le sait, mais la place des élus au numérique ou en charge de ce numérique est fondamentale. Alors c'est là-dessus qu'on voudrait insister aujourd'hui. Ville Internet a tenu en janvier dernier, fin janvier dernier, le premier congrès national des élus au numérique, et à l'issue de ce congrès, Ville Internet a souhaité porter une motion qui a été largement reléguée dans la presse et les médias, qui avait été écrite par 120 élus qui étaient présents. On va pouvoir en afficher une partie ou un résumé, parce que c'est bien plus détaillé que... elle est détaillée déjà, mais c'était une motion qui s'organise autour de 8 entrées. Alors, je les cite rapidement, mais pour une égalité d'accès des citoyens au numérique, pour une implication forte des citoyens pour une démocratie interactive, pour une prise en compte des moyens humains et financiers nécessaires au bénéfice des collectivités, pour un accompagnement et une formation de tous les publics à tous les âges, pour une proximité renforcée et une meilleure médiation, pour une valorisation de la cohésion des territoires par le numérique, pour une stratégie publique de la propriété de la donnée, et pour une transition numérique qui accompagne la transition écologique. Alors, l'idée qu'on avait aujourd'hui, c'était d'essayer de réfléchir à une déclinaison rurale de cette motion. Évidemment, ce sont des maires à la fois des villes et du monde rural qui avaient permis la construction de cette première motion, mais dans le cadre et le contexte de Ruralytics, ça nous semblait intéressant d'essayer de faire remonter les enjeux qui sont spécifiques au monde rural, en discutant et en échangeant les uns avec les autres. Ceci dans le contexte des municipales à venir, évidemment, qui est particulier, et sur lequel Claudie, justement, va nous dire quelques mots. Merci, Monsieur le Président, cher Mathieu. Moi, je suis très heureux de me retrouver à Ruralytics, que j'ai fréquenté à plusieurs reprises comme président de l'Assemblée des départements de France. Et je me souviens, c'est en 2014, où j'étais venu présenter le rapport que j'avais écrit à la demande de Cécile Duflot, qui était ministre en charge de l'égalité des territoires,
qui s'appelait Les territoires numériques de la France de demain, et il y avait 22 propositions. C'est intéressant pour le costarmoricain que j'étais de faire 22 propositions. Et parmi celles-ci, il y avait l'idée que toutes les collectivités territoriales se dotent d'un élu au numérique, collectivités locales, quelle que soit leur importance, mais aussi des intercommunalités. Et avec Florence Durand-Tormard, notre déléguée générale, on a regardé plusieurs années après, et il est vrai qu'il y a maintenant plusieurs centaines d'élus au numérique, y compris dans les petites collectivités, sur le plan démographique, et qui se sont dotés parce qu'ils ont compris quelque part que autant il y avait quelque part l'adjoint à la vie associative, à l'éducation, à l'aménagement du territoire, mais aujourd'hui le numérique était devenu un élément transversal de la vie locale et que c'était essentiel qu'il y ait un responsable dans chacun des territoires. D'ailleurs, on avait eu dans la préparation du rapport de savoir à quel niveau territorial fallait-il placer cet élu. Et à l'époque, vous savez, beaucoup de discussions dans les congrès sur le fameux territoire pertinent. Et moi, j'avais fait cette proposition. La France est tellement diverse sur le plan historique, dans son histoire, dans son organisation territoriale et autres. Et je disais, c'est aux collectivités de se choisir librement leur propre territoire pour créer ce genre de fonction. Ça pouvait être un bassin de vie, une interco, une collectivité, une grande ville dans des quartiers. Et je crois que ça laissait beaucoup de liberté et une prise en compte de cette diversité, y compris des histoires locales qui sont importantes. On m'a demandé d'intervenir sur les élections municipales. Simplement, quelques rappels essentiels. Je trouve que, à la lecture de la presse, celui qui a le mieux caractérisé l'époque que nous vivons, c'est la meilleure lecture que j'en ai trouvée, c'est Edgar Morin, notre grand sociologue, qui, faisant une analyse de la situation du monde dans lequel nous étions, c'est-à-dire toutes ces crises, évolutions, révolutions que nous connaissions, l'écologie, mais aussi l'économie, les problèmes de migration à l'échelle de la planète, tous ces bouleversements qui sont à l'œuvre depuis quelques années dans un laps de temps assez court, y ajoutant la révolution numérique, il disait quelque part, face à toutes ces crises, le temps est venu de changer de civilisation. Je ne sais pas si tel est le cas, et à mon avis, ce seront les historiens dans quelques années qui diront si on est véritablement dans un changement civilisationnel. Il ne faut pas croire que le changement civilisationnel, s'il opère, il serait comme ça, autour de nous. Non, il s'inscrit dans la vie locale, considérablement, et il suffit de voir les conséquences de l'aménagement du territoire, de la préservation de notre environnement, de la révolution numérique, de la question démocratique, parce que la décentralisation, c'est d'abord une question démocratique, et bien tout cela, en quoi ça bouleverse nos organisations. Et il avait cette phrase, l'issue de tous nos maux réside dans un concept déjà rejeté par l'opinion publique, tu en as parlé, la complexité. Et c'est bien à quoi nous sommes confrontés, qu'on soit maire d'une collectivité du monde rural ou du monde urbain, il y a beaucoup de convergence en ce qui concerne les problématiques auxquelles nous sommes confrontés. Et je dois dire que, pour y avoir participé modestement, j'ai eu ce bonheur de connaître les 30 glorieuses de la décentralisation. Maire en 1977, une petite commune des Côtes-d'Armor de 2500 habitants, très vite est arrivée la décentralisation, et ça a été, on peut dire d'ailleurs, dans le monde des collectivités, une formidable évolution sur le plan démocratique. On a oublié que le Conseil général d'alors, les services du Conseil général, c'était le préfet et ses services, qui fixaient l'ordre du jour et qui préparaient le budget et qui l'exécutaient avec les services. Et quand il y a eu cette loi qui a dit le Conseil général est placé sous l'autorité du président politique, administratif et financier, ça a été un véritable bouleversement, et y compris dans les collectivités territoriales. Mais je dois dire
que ce que nous avons vécu, n'est-ce pas, Guy, et toi, Jean-Paul, et d'autres, ces dernières années, c'est un bouleversement des collectivités territoriales. Et c'est dans ce contexte-là que va s'opérer ce que nous allons vivre dans les élections municipales, dont il faut rappeler d'ailleurs qu'elles sont les plus populaires avec les élections présidentielles. C'est encore pour les collectivités locales qu'il y a le plus de participation, même si on voit bien une certaine décroissance malheureusement depuis quelques années. Mais je voudrais rappeler quand même, excusez du peu, la carte géographique des régions. Nous, la Bretagne, nous avons été préservés et nous en sommes bien contents. Bien, parce qu'il y avait une unité quelque part aussi historique à garder. Mais ailleurs, avec toutes ces régions XXL, et vous ici, vous en savez quelque chose, parce que la capitale est Lyon, 4 heures pour aller à Lyon. Vous imaginez, pour un conseiller régional, c'est devenu, il est parlementaire. Puisque quand il va à Lyon en session, il faut qu'il aille à l'hôtel, c'est plus, je veux dire, comme avant, pour aller à Clermont, c'était beaucoup plus rapide. Les grandes régions. Bien. Deuxième élément, avec d'ailleurs des grandes régions qui ont été quelque part reconfigurées géographiquement, mais avec peu de nouvelles compétences. Si on compare les régions françaises aux autres grandes régions d'Europe, on est très en retard par rapport aux autres régions européennes. Les départements, n'en parlons pas. Un temps, ils étaient annoncés comme supprimés. Je ne parle pas du territoire géographique d'administration de l'État qui est le département, mais plus de l'Assemblée qui épouse strictement les limites départementales. Les conseils généraux qui sont devenus conseils départementaux, avec redécoupage des cantons, nouveau mode de scrutin. Je crois pour l'instant préservé, puisque personne ne veut assumer les compétences de l'action sociale et les 50 milliards d'euros que ça représente de dépenses au niveau national. Les métropoles, qui se sont invités dans les débats, Lyon et d'autres, qui aujourd'hui, une bonne vingtaine, qui structurent notre espace national. Tous les maires ont été confrontés aux schémas départementaux de l'intercommunalité. Un exemple, mon département, 34 intercommunalités, aujourd'hui il y en a 7. La plus petite fait 35 000 habitants et les autres c'est entre 50 000 et presque 200 000 habitants. Les maires ne s'y retrouvent plus. Ils sont noyés dans des assemblées pléthoriques. Et je crois que pour les élections municipales prochaines, Guy, je ne sais pas ce que tu en penses, mais à mon avis, on annonce qu'un maire sur deux se pose des questions. Et quand on pense qu'il y a quand même 32 000 communes en France qui ont moins de 1000 habitants, c'est quand même une réalité et qui représente des millions de Français et de Françaises. Les communes nouvelles, qui se sont créées, là aussi, quelque part, on voit bien qu'il y a un certain encouragement, mais pour l'instant, c'est librement consenti. Si vous doublez de cela la réforme de la dotation globale de fonctionnement, et puis le dernier, c'est la suppression de la taxe d'habitation, dont je considère, à mon point de vue, qu'on n'en parle pas souvent, mais c'est la première fois qu'on s'attaque à un principe de la Révolution française, ça s'appelle le consentement à l'impôt. Et tout notre système en France a été bâti sur le fait que les financements des services publics que nous mettions en œuvre étaient basés sur l'impôt local. Alors après, on peut avoir un débat sur trop d'impôts, pas assez d'impôts, ça ce sont des questions tout à fait légitimes. Mais ça veut dire qu'on voit bien que la France était un peu exceptionnelle en Europe dans le fait qu'elle avait une part de maîtrise de la fiscalité locale sous l'autorité des collectivités locales, qui représentaient quand même des recettes assez substantielles. Alors je ne parlerai pas de la péréquation, parce que cette péréquation, tout le monde fait des beaux discours dessus, mais quand il faut l'appliquer, c'est de plus en plus complexe. Et quand j'étais à l'EDF, je peux vous dire que j'en savais quelque chose, parce que l'un des plus grands contributeurs de la péréquation, c'était le département de Paris. Et quand il fallait appeler les Parisiens à payer pour notamment les autres collectivités de France, c'était extrêmement compliqué. Enfin, c'est peut-être, c'est pas anecdotique quand même, et je sais que la MRF a joué un rôle important. C'est cette crise qui a été identifiée à l'automne dernier sur les gilets jaunes, qui touchait beaucoup les villes moyennes et le secteur rural. Et vous avez été, moi j'ai vu, très actif sur le sujet. Et enfin, le président de la République a compris qu'il fallait faire le tour de France et aller à la rencontre des élus locaux.
hein, et que c'était quelque part extrêmement important dans la vie démocratique de notre pays. Et c'est pour ça que je pense que les Françaises et les Français s'y retrouveront, je l'espère, pour participer à la désignation des nouvelles équipes dans les collectivités locales. C'est sûr que depuis ces dernières années, je terminerai sur ce point, la question du numérique elle revient dans beaucoup de discussions et beaucoup de débats. Et c'est pas facile pour les élus, parce que j'en parlais dans mon rapport de 2013, autant sur certains sujets, on n'a pas besoin d'avoir une connaissance technique sur le sujet. Et pour les élus locaux aujourd'hui, quand il faut parler d'Internet ou du numérique, je pense que c'est beaucoup plus complexe que ce qu'on a connu sur les transports, les infrastructures routières, l'eau et l'assainissement, l'électricité et tout cela. Là, on touche à quelque chose qui n'est pas qu'une question de réseau, de fibre optique, de 4G, de 5G, etc. Il faut quand même quelque part avoir une connaissance parce que avec la question des usages, ça bouleverse l'organisation de nos sociétés et de nos sociétés locales. Hein, et on voit bien que quelque part, il y a beaucoup de changements. Comment voulez-vous parler de politique de transport si on n'intègre pas le fait qu'aujourd'hui, il y a la SNCF, il y a les autoroutes, il y a ceci, mais il y a un grand opérateur qui s'appelle Blablacar, aujourd'hui, qui intervient. Quand on parle du contractant interrégion, c'est des sujets qu'il faut aborder, notamment de toutes ces applications qui sont notamment plutôt de création du secteur privé. D'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de collectivités territoriales qui se sont lancées dans la création d'applications. Moi, je trouve que c'est un peu dommage que l'on ne soit pas ainsi, parce que ça permet une certaine régulation du secteur marchand dans ce domaine, mais je pense que c'est un sujet qui reviendra d'actualité. Alors, je suis, au-delà de ces quelques mots chargés, on pourra y revenir hein, dans la discussion, parce que l'intérêt, c'est l'échange que l'on va avoir dans quelques minutes avec mon comparse, Michael Bidot, qui va être à la manœuvre sur notamment la présentation, et avec Mathieu, des orientations de la motion des élus du numérique, et sur chaque thématique, vous allez pouvoir intervenir, parce que la MRF s'est mobilisée, a sollicité ses partenaires, on a eu beaucoup de retours sur chacune des thématiques. Michael va vous les présenter de façon très ludique, hein, informatique, et à chaque fois je vous donnerai la parole pour que vous puissiez réagir, intervenir, donner votre point de vue, de telle façon qu'on puisse, en direct comme ça, pendant les quelques minutes qui nous restent, et qui sont quand même assez conséquentes, sortir un document hein, qui sera rédigé à la fin de cette matinée. Mais dès qu'il y aura quelques interventions, les premières, Guy, au nom de la MRF, interviendra dans quelques instants. Guy est un ami, nous avons porté la bonne parole à l'automne dernier, puisque nous sommes allés à la rencontre des élus de Moldavie, hein, petit pays de 3 200 000 habitants, et Mathieu était aussi avec Emmanuel, entre l'Ukraine et la Roumanie, hein, c'est bien ça. Et en Moldavie, il y a des élus locaux et qui font des choses extrêmement intéressantes, et c'était des échanges extrêmement riches dans le cadre de la coopération intercommune. Merci en tout cas Claudie pour cette prise de parole. Alors je le disais tout à l'heure, l'objectif ce matin hein, c'est de s'interroger sur les spécificités relatives au monde rural pour ce qui est du numérique. Alors pour cela, une enquête en ligne a été lancée par Ville Internet en partenariat avec Ruralytic et la MRF. De nombreux résultats sont remontés et on laisse donc le soin à Michael Bidot de nous expliquer la méthodologie et de nous en montrer les premiers résultats avant qu'on les mette en échange tous ensemble. La motion qui a été présentée suite aux 2 jours de congrès en janvier dernier a été découpée dans un questionnaire présenté aux élus ruraux, relayé par les organisateurs de Ruralytic, mais aussi la MRF et Ville Internet. Donc l'idée c'était de prendre ces enjeux qui sont transversaux, nationaux, et de voir quelles sont les réserves, les points d'intérêt, les urgences spécifiques aux petites communes, spécifiques au territoire rural. Donc il y a eu 194 élus qui ont participé et qui ont donné lieu à 624 commentaires sur l'ensemble des 8 propositions de la motion. Ça représente à peu près 40 pages si on imprime de texte. Donc
on a annoté ces différents commentaires. On va faire la restitution également à nos partenaires de la MRF sur l'ensemble des verbatims. Et pour reprendre la même carte mentale qui est celle de la proposition initiale, et pour compléter aujourd'hui avec vos participations, vos remarques, ces différents points d'intérêt et voilà, tout commentaire utile qui permet de préciser la notion dans le cadre du milieu rural, parce que en matière d'égalité territoriale, en matière de création du lien avec l'habitant, en matière de fracture numérique aussi, il y a à la fois des chances et des risques liés à ces spécificités territoriales. Et on souhaite que les élus ruraux puissent s'exprimer et fédérer leur parole sur le sujet auprès des acteurs gouvernementaux. Voilà. Au passage, il y a la possibilité pour chacune des propositions d'indiquer si on était plutôt tout à fait d'accord ou en désaccord, et de hiérarchiser quelque part en disant s'il y avait une priorité dans la question rurale. Je ne rentrerai pas dans le détail parce que ce qui a été constaté, donc même s'il y a des réponses variées, c'est qu'en moyenne, voilà, tout à fait d'accord, la prioritaire c'est sur 6, et les moyennes sont entre 4,2 et 5,6 sur chacune des propositions. Donc il y a bien quelque chose d'assez homogène entre les questions nationales et les questions rurales. Après, c'est plus dans les commentaires, dans leur précision, qu'on voit des points d'attention particuliers sur la place de la mairie, etc. Je ne vais pas divulgacher la suite. Mais voilà, c'est plus dans le contenu textuel et dans le pratique qu'on va trouver des réponses. Donc ensuite, en termes de méthodologie, on a ici une carte mentale qu'on peut équiter, on peut écrire, on peut tout dégommer. Je serai souple, j'essaierai de vous suivre. Et donc qui reprend les 8 points de la notion, avec lesquels vous commencez à être familiarisé, et la possibilité de déplier un des enjeux. J'aurai plus le micro, ce sera plus simple. Pour prendre en note tout commentaire, toute idée, toute proposition que vous allez formuler, et d'essayer de la répartir pour pouvoir du coup, enrichir cette notion, et surtout la faire vivre dans le temps, jusqu'au programme des municipales, et dans la communication avec la presse comme les partenaires ministériels. Voilà, donc c'est surtout à vous la parole. Donc, on passe peut-être, on les prend les unes après les autres. Ou on fait globalement. Je ne sais pas si on veut d'abord laisser l'expression. On peut la recentrer. Alors je te laisse commenter par contre. Tu peux la Oui, Guy, tu veux intervenir? Ah oui, je me retourne au bon moment. Hein. Bonjour à tous. Voilà. C'est l'autre après. Voilà, c'est ça. Petit commentaire par rapport en ruralité, au niveau intercommunal, c'est un peu plus adapté pour mettre à disposition un référent. Alors moi, je soulignerais que ça serait très bien de mettre un référent communal pour donner l'information au niveau intercommunal. Ça serait plus logique parce que ça fait remonter de la base vers l'échelle supérieure, et de manière à ce qu'on puisse construire et co-construire avec l'intercommunalité. Voilà, c'est une parenthèse. Très bien. Bien, écoutez, pour intervenir, c'est assez marrant, c'est un micro, vous pouvez vous le lancer les uns les autres pour prendre la parole. Et ce que je vous demande simplement, c'est de vous présenter ainsi que votre fonction. Donc déjà, une première série de réactions pour celles et ceux qui veulent intervenir. Mais Claudie, on est un terrain de rugby ici, il y aura bien une personne qui va s'engager là. J'envoie le ballon, moi. Je vois un pilier là, au premier rang, là. Première ligne. C'est bon? Claude. Tu es prêt? Allez, 1, 2, 3. Voilà, tu parles et c'était... Je parle et ça... Bon. Voilà. Alors bonjour à tous et à toutes. Alors Claude Morin, je suis maire d'une commune rurale, vice-président du Pays de la Haute-Sarthe, chargé du numérique. Alors quoi vous dire? Déjà, moi je découvre le travail qui a été fait par l'association. J'en ai beaucoup discuté hier soir avec la chance de pouvoir dîner avec les représentants. C'est vrai que pourtant je suis quelqu'un d'assez motivé par le numérique et ses conséquences et ses profits. Et là je découvre qu'en fin de compte on va encore plus loin que ce que j'avais pensé.
Et comme je me considère toujours dans la moyenne des gens, pas en haut, pas en bas, je pense que ça risque d'intéresser beaucoup de gens. Et effectivement, le numérique, c'est quelque chose qui est extrêmement important aujourd'hui, notamment pour nos petites communes. C'est ce qui nous permet d'avoir en fin de compte du lien, c'est ce qui nous permet aussi d'avoir ce qu'on appelle l'égalité avec les autres territoires, ce qui n'a pas toujours été le cas. Alors, je m'interroge quand même sur, bien sûr, il y a le numérique, mais le numérique risque de faire avancer, et c'est ce que je souhaite, d'autres sujets. Parce que, bon, la communication, c'est bien, mais, comment dirais-je, après, c'est les moyens que l'on peut avoir pour faire avancer ce genre de choses. Voilà, je ne voulais pas rentrer dans les détails sur comment dirais-je, telle ou telle question, mais comme il en fallait un qui commence, je fus celui-là. Voilà. La question des moyens va se poser, la question de formation également va tout à fait se poser. Je fais juste une parenthèse pour relayer un message que nous a transmis Florence Durand-Torna, notre déléguée générale hier soir. Alors, je n'ai pas le nom du rapport, mais il y a un rapport qui vient d'être remis par deux députés, Rémi Reberotte et Arnaud Biala, et pour lequel Ville Internet avait été auditionné à l'Assemblée nationale. Et il y a deux propositions, il y a deux suggestions qui avaient été portées par Ville Internet qui sont directement relayées dans le rapport. La première, c'est évidemment quelque chose qui est au cœur de l'actualité en ce moment, c'est remettre la commune au cœur de l'organisation territoriale et en faire un lieu d'accès aux différents services publics numériques. Et la seconde, c'était mettre en place un élieu référent au numérique dans chaque commune. Après, la question de l'échelon se pose, évidemment, en définissant ses fonctions et en lui garantissant une formation adaptée. Et c'est un élément qui me semble capital. Je ne sais pas où est le ballon public. Bonjour, je suis Gérard Lazare, je suis maire de Luzèche, village de Nidalita d'Alelorte, et je suis vice-président du comité de commune en charge du développement économique. Moi, je vois dans toutes ces motions des choses qui sont une transposition du monde structuré qu'on a actuellement à un monde un peu dématérialisé. Mais je ne vois pas du tout le monde inconnu qui est devant nous, et en particulier, on voit qu'on a des choses qui partent dans tous les sens, qui vont arriver de partout, et il faudra bien qu'il y ait une entrée là-dedans pour qu'on puisse les accompagner. On ne va pas répondre à chacun d'entre vous, on met ça au débat et on y viendra. Alors, vous faites une passe à notre joueur. Bonjour, je suis maire de Combiège dans le Jura, qui est de 700 habitants, et vice-président du CIDEC du Jura en charge de l'informatique, où on gère 700 collectivités du Jura, donc on apporte nos compétences aux 700 collectivités du Jura en matière d'informatique, maintenance, soutien, etc. Donc j'ai tout à fait, on n'est pas bien rentré dans le domaine concret, donc après je pense que j'aurai des questions à poser sur certains aspects concrets. Il y a un aspect que je n'ai pas évoqué ici, c'est celui, il y a deux problèmes qui m'intéressent, c'est celui des réseaux sociaux, la présence des élus sur les réseaux sociaux, je fais partie des élus connectés, on va dire, et j'ai vu qu'à notre table, là, vous n'êtes pas trop, que ce soit sur Twitter ou sur Facebook, on ne peut pas dire que vous avez une activité importante, donc il y a un autre travail, moi je communique beaucoup avec les habitants maintenant sur Facebook, Messenger, ils écrivent plus sur le site de la mairie, j'ai un site, une page Facebook, etc. Quand ils me demandent quelque chose, quand ils me disent tiens, je suis maire, il y a un arbre qui est tombé à tel endroit, je suis maire, il y a quelque chose à faire, ils me le font sur Messenger, ou sur Facebook, ou sur WhatsApp, etc. Enfin, les nouvelles générations, je parle. Hein. Les anciennes, on les a formées aussi, on les a mis sur Facebook également. Les mamies du club, on leur a fait des informations. 85 ans, elles nous suivent maintenant, les activités de la commune sur Facebook. Ça leur a permis aussi de communiquer avec leurs enfants, leurs petits-enfants qui sont souvent éloignés. Donc il y a les réseaux sociaux, c'est aussi l'importance de l'intelligence artificielle qui va se développer également dans tous les domaines, notamment des domaines qui pourront sur la santé, sur la sécurité, sur la cybersécurité, sur la surveillance des communes, avec la montée des incivilités. Il y en a tous les jours pratiquement. On
Donc, ce sera intéressant effectivement de développer ces deux sujets-là qui m'intéressent. Merci. Allez. Bonjour, Laurent Destel Vermeil. Donc je suis élu municipal dans ma petite commune de Roux. Alors je suis un local de l'État. Je suis élu municipal dans une petite commune de 350 habitants. Je suis président de la société Net15 qui développe le produit Ocimeri. Donc du coup qui développe le site internet pour les mairies un peu spécifiquement. Dans toute la réflexion, moi des fois ce qui me choque un petit peu, c'est que on a toujours des différences en disant le rôle de l'État mais aussi le rôle du privé. À un moment donné, ou des associations, que je mettrais dans le même rôle que le privé qui est hors de l'État, parce qu'à un moment donné, on parle toujours du public ou autre, mais il y a aussi tout le travail qui est généré par les besoins de numérique ou autre, et qui permet de développer l'économie locale. Moi, la particularité, j'ai essayé de trouver des revendeurs différents locaux, ça m'a permis de faire passer ma société de 3 à 6 personnes en 1 an, et du coup, on crée du local, et c'est ce local qui ensuite va agir et qui va être un peu stabiliser nos territoires. Donc, d'avoir des choses ultra publiques, c'est bien. Parce qu'effectivement, quand on voit le site service public qui s'est énormément développé, c'est bien. Mais il faut aussi, peut-être à un moment donné, essayer de trouver un moyen de rapprocher le secteur privé, de les inclure vraiment dans la réflexion, notamment en termes de cybersécurité ou autre, pour peut-être leur donner, alors peut-être pas des contrats, des choses comme ça, je ne sais pas, mais au moins un vrai accompagnement local, pour le coup, pas forcément national, mais qui au moins arrive avec des professionnels locaux qui ont la maîtrise, qui ont les formations, etc., de peut-être les inclure un peu plus, parce que voilà, comme moi, il y en a certains qui veulent des municipaux, mais il y en a plein qui ne veulent pas pour différentes raisons, mais je trouve que c'est un petit peu difficile, et je pense que c'est plutôt cette fusion-là un petit peu quand on parle de... On arrive aujourd'hui à partager des tracteurs, des élagueuses, etc., on n'arrive pas encore à partager des compétences qui sont entre le domaine public et privé. Donc je pense qu'il y a une sorte de passerelle à trouver pour arriver un petit peu à peut-être inclure plus les partenaires locaux déjà, pour pas qu'ils partent, pour des points de recrutement ou autre, parce qu'à un moment donné, c'est le repeuplement justement des petites communes avec des professionnels très compétents dans certains domaines de pointe, qui va faire justement un repeuplement un petit peu, pas un surpeuplement, mais en tout cas voilà, je ne veux pas non plus qu'on devienne des métropoles, c'est pas ça le souci. Voilà, au moins qu'on ait une vraie activité et des vrais secteurs de pointe, voilà, à Aurillac par exemple, comme on a le DUT de cybersécurité, qui est une super opportunité pour nous. Donc voilà, c'est un petit peu les trucs que je voulais dire. Bah oui, il va falloir inventer la CUMA des sites ou des villes internet ou des villages internet, pourquoi pas. On est à Aurillac, pardon, il y a peut-être des solutions. Oui, il y a certainement des solutions, effectivement. Mais vous faites sûrement allusion à un certain nombre de choses que les collectivités ont initiées par rapport au privé, peut-être aussi également. Oui, entre autres. Je pense à une réponse, une attente surtout des toutes petites communes qui étaient dans l'impuissance financière et même technique de répondre à un certain nombre de choses par rapport à leurs concitoyens. Parce que aussi en tant qu'élu, on a un devoir par rapport à la demande de concitoyens. Et c'est dans ce cadre-là que moi je l'ai fait. Et je pense au CMS qu'on a développé à la communauté d'agglomération, pour mettre à disposition de chaque commune un outil qui leur permet de créer gratuitement un site internet, par exemple. Et quand vous avez le budget d'une petite commune, ici il y a des élus de 250 habitants, il est quand même difficile de ne pas s'appuyer sur l'intercommunalité pour avoir un minimum de services. Donc aujourd'hui, on est dans cette démarche, très franchement. On a initié, et il y a Ville Internet là, on a initié un certain nombre de fiches actions qui ont été développées par les collectivités, mais aussi par les entreprises privées qui sont associées. On n'a pas eu beaucoup de retours. Hein. On a communiqué sur le sujet et on n'a pas eu beaucoup de retours pour la valorisation justement au niveau de l'Internet, de ces fiches actions. Donc effectivement, il y a peut-être un travail de fond et peut-être avec une nouvelle génération et de nouvelles personnes vraiment sensibilisées, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, on aura peut-être plus de chances de pouvoir travailler ensemble et de pouvoir initier un certain nombre de choses et de vous retrouver de fait ces actions. Moi je suis par rapport à ça, les portes sont ouvertes, il n'y a aucun problème. Aujourd'hui, je vous le livre, nos collectivités, un souci de recrutement. Aujourd'hui, on est en pénurie de techniciens, et pas n'importe lesquels. Hein. On a des postes vacants depuis plus d'un an à la communauté d'agglomération, et je vois qu'il y a le directeur adjoint du conseil général. Je crois que Fabien, je peux le dire, nous sommes dans le même état d'esprit, et je lance un appel pour ceux qui souhaiteraient changer de département et venir travailler sur le nôtre.
On a des postes vacants d'administrateur réseau, c'est pareil, mais ça fait 1 an qu'on n'arrive pas à recruter. On lance les recrutements, on a 0 candidature en retour. 0, je dis bien. Le dernier jury il y a 3 semaines, on avait une candidature, mais qui n'était pas du tout dans le profil, du tout. C'était plus de la gestion pro logiciel ou autre que de l'administration pure. L'autre problématique que vont rencontrer, et j'en ai parlé tout à l'heure dans mes propos, que vont rencontrer les collectivités, aujourd'hui, c'est des problèmes financiers. Parce que comme vous le savez, les territoires ruraux sont appauvris de par leurs compétences. Si on prend la communauté d'agglomération du bassin d'Aurillac, on a la compétence de gestion de l'aérodrome, au même titre que le Conseil général. Je vous le dirai, mais je ne le dirai pas ici parce que je n'ai pas le chiffre exact, mais on donne des millions d'euros tous les ans pour maintenir la ligne aérienne. Ce qui n'est pas le cas dans les grandes métropoles, à Clermont ou ailleurs. C'est les opérateurs privés qui financent eux-mêmes ces infrastructures. Donc aujourd'hui, c'est de l'argent qui s'en va sur des sujets, sur des compétences que nous avons, certes, mais au détriment d'autres choses. Donc c'est ça le serveur, et c'est ce que je voulais évoquer, c'est ça le serveur que nous sommes obligés de gérer. Et vous l'avez évoqué par rapport à la cybersécurité, et on ne peut que se réjouir d'avoir un DUT cybersécurité dans le Cantal. Mais qui va pouvoir en profiter? Pas les collectivités, parce qu'on va sûrement voir une surenchère des salaires, comme ça se produit, parce que c'est toujours un nombre limité de candidats, et ça va être les multinationales ou les grands groupes qui vont s'y accaparer. On n'aura pas les moyens, nous, en tant que collectivité, de s'assurer de salles serveurs sécurisées, comme je le souhaiterais. Donc aujourd'hui, j'ai lancé le débat, et je veux le lancer de façon concrète, et j'en ai parlé tout à l'heure en aparté à Sébastien Côte et Ville Internet, pour qu'on l'inscrive dans la motion. Aujourd'hui, mutualiser les salles serveurs à l'échelle du département, à l'échelle de la région, même autre, ou créer des data centers, c'est une réalité pour qu'on puisse continuer à développer nos usages. On va être face à un problème qu'on ne saura plus gérer. Donc on peut bien avoir des idées, mettre en place un certain nombre de choses, avoir des discussions, mais on va se retrouver concrètement bloqué par du basique en fait. Donc voilà ce que je voulais initier et dire aujourd'hui. Donc bonjour, moi je m'appelle Martine Parent, en fait je suis pas maire d'une commune ou élue, je travaille dans une société qui conçoit, fabrique et développe des data centers de proximité et des salles serveurs. Donc c'est un sujet qui m'intéresse vivement. Je rebondirai au préalable avant de parler des solutions aux salles serveurs data centers, typiquement de la cybersécurité, donc la sécurité logique, donc la sécurité informatique. Je suis assez surprise que ça ne soit pas un des critères principaux autour de la data. Quand on parle effectivement de mutualiser de la data, de collecter des informations auprès des citoyens, d'échanger sur des réseaux sociaux, etc., il est capital et essentiel que ces données soient protégées. Si elles ne sont pas protégées logiquement, ça va être à peu près une catastrophe. Elles vont être détournées, elles vont être réutilisées, elles vont être exploitées à des fins commerciales, ce qui n'est absolument pas les enjeux au niveau des institutions, je dirais, des territoires ou des collectivités locales. Donc la cybersécurité, ou la sécurité logique, on va dire, est quelque chose qui, pour moi, devrait être primordial dans les actions qui ont été nommées par les élus. Vous avez sur Clermont-Ferrand une école spécifique qui effectivement réalise la formation de jeunes autour de la cybersécurité, donc un public va arriver autour de ça. Il faut du temps, et effectivement, malheureusement, les communes, et a fortiori les communes rurales, ne sont absolument pas attractives pour des gens en matière de cybersécurité ou admin système et réseau, etc. Je peux en parler d'autant plus librement que la plupart de mes clients, dans le monde privé, sont des sociétés de services informatiques. Ces sociétés de services informatiques galèrent au plus haut point à trouver des admin systèmes et réseaux, qui aujourd'hui sont des denrées rares et font augmenter les salaires. Et ce n'est pas des communes d'un milieu rural qui vont avoir les moyens, de par le statut, la fonction publique, ou de par le territoire qu'elles vont proposer, à part quelqu'un qui veut un cadre de vie fort sympathique, aux gens des familles, etc. Vous n'êtes pas attractifs, les territoires ruraux. Les SS2I, moyennes, petites, dans des endroits super bien situés, des territoires économiques intéressants, ne sont pas attractifs. Donc c'est pas vous qui allez l'être. Donc ça c'est une réalité. Je suis désolée, c'est désagréable probablement à entendre. Malheureusement, il va falloir effectivement l'intégrer dans votre démarche si vous voulez recruter des gens, parce que c'est un besoin essentiel.
Sur la sécurité physique de la data, donc les data centers de proximité, en région Rhône-Alpes, pas Auvergne, pas encore, mais ça va s'étendre, puisqu'on en a déjà parlé avec les élus de la région à multiples reprises, y compris Annabelle André-Laurent sur la partie plus économie. Nous avons déployé avec des réseaux de partenaires publics et privés des data centers de proximité à destination et des entreprises et des collectivités. Pour les collectivités, je vous donne un exemple très simple. Une commune qui est dans la banlieue de Chambéry, complètement zone blanche, c'était une zone amie à la base, mais personne ne voulait y aller parce que pas suffisamment de potentiel. On a mis un data center de proximité dans une entreprise. C'est un porteur de projet, un chef d'entreprise qui avait besoin de sa salle serveur et qui a dit bah, moi j'achète cette solution, des solutions containerisées, déplaçables, etc., adaptables. Et comme j'aurai trop de place pour moi, je vais en faire profiter la collectivité, les entreprises voisines, et en fait on a mutualisé, c'est-à-dire que dans ce data center, relativement petit à l'échelle du territoire, il y a plusieurs entreprises, 2 mairies qui y sont associées, qui ont sorti leur salle serveur pour l'une de sa cuisine, en face de l'évier, je vous laisse imaginer les projections d'eau sur de l'informatique, c'est sympa, avec de l'électricité, et en fait cette commune, on a créé en même temps au passage un GFU qui a permis de raccorder tous les sites, écoles, mairies, bibliothèques, le poste de police. Et en fait, toutes les données sont maintenant dans un data center sécurisé qu'elle n'aurait pas pu se payer sur son territoire sans passer par Internet. Parce que le GFU permet de faire ce qu'on appelle en informatique un LAN to LAN. Donc s'il y a des responsables informatiques ou autres, sinon je peux l'expliquer, c'est-à-dire c'est un réseau qui est direct. On ne passe pas par Internet, comme si on était en local. Il peut y avoir des sorties Internet, bien évidemment, pour du surf, pour de l'échange avec des tiers. Et ces communes ont fait des économies sur tout ce qui est lié à leurs abonnements Internet. Donc ça leur a coûté beaucoup moins cher. Ils ont sécurisé leur informatique sans avoir à créer de salle serveur. Et maintenant, ils peuvent partager à l'échelle de la collectivité tout ce qui est lié plus à des progiciels, donc des applications métiers. Dans le pays voironnais, donc là on redescend, on n'est plus du côté de Chambéry dans le 73, on est dans le 38, la communauté d'agglomération a mis à disposition des entreprises dans des zones d'activité un data center de proximité. Et elle permet aussi à toutes les collectivités du territoire, les mairies, donc il y en a 32 aujourd'hui puisqu'il y a eu des fusions, d'externaliser leur informatique, si elles en ont, beaucoup, un peu, ou tout simplement de mutualiser leur sauvegarde. Aujourd'hui, plutôt que chacun ait son petit bout de serveur dans le placard sous l'escalier, c'est le DGS ou le maire qui ramène les sauvegardes à la maison, c'est un service qui est mutualisé par la collectivité, moyennant une rétribution, mais qui est calculé sur un ensemble de collectivités, ce qui permet de faire des économies d'échelle. Donc des solutions existent. Ce qui est un petit peu, je dirais, dommageable pour vous, c'est qu'elles ne sont pas assez connues. Et moi, je pense que, effectivement, Ville Internet, alors moi, je prêche pour ma paroisse, bien évidemment, mais je ne suis pas la seule à faire des choses de cette nature-là. Et je pense que Ville Internet pourrait recenser aussi ces solutions, je dirais, qui ne sont pas connues, mais qui ont du sens. Libre à chacun, ensuite, de voir si ça lui correspond, s'il peut l'améliorer, s'il peut le réaliser en interne ou le faire avec des tiers. C'est pas propriétaire, hein. Très bien. Donc voilà, c'était juste un aparté sur les salles serveurs. Et si vous voulez qu'on parle de data center et de salles serveurs, nous sommes sur le stand de la région Auvergne-Rhône-Alpes. D'accord, merci pour cette réagir en cybersécurité. Cette information. Et un autre sujet, c'est aussi, juste pour finir, qui nous tient particulièrement à cœur, il faut bien comprendre que quand on veut faire des économies avec de l'informatique, qui est un poste de dépense, un poste de coût, la seule chose sur laquelle on peut réellement se raccorder, c'est la partie écologique. Parce que l'informatique va vous permettre d'améliorer votre transition écologique, et c'est sur les aspects écologiques que vous allez faire des économies. Très bien. Je voudrais rassurer, si vous permettez, les élus du monde rural. Parce que, bon, bien entendu, l'information qui est donnée, les études démographiques diligentées par l'INSEE montrent qu'aujourd'hui, le mouvement de population et de migration interne à la France, c'est plutôt en direction des villes moyennes et des petites villes. Et je vous citerai un exemple concret. Mon département, à la fin du siècle dernier, faisait 530 000 habitants. Aujourd'hui, nous avons 640 000. Et 70% de la population qui rejoint le département ont moins de 35 ans. Il y a quelques années, c'était Bac Pro, aujourd'hui, c'est Bac plus 2. Et c'est l'agglomération rennaise qui nous envoie la moitié de la population nouvelle.
C'est-à-dire les métropoles aspirent la population et renvoient cette population, pas la même, dans les territoires périphériques et pas autour des métropoles, bien plus loin. Et on a fait tous les 3 ans, on faisait des analyses qualitatives, pas simplement que les chiffres, et sur les motivations, les gens recherchaient une vie plus apaisée, de proximité, sachant qu'ils auront peut-être un peu moins de revenus, mais ils auront une qualité relationnelle humaine dans leur village qui sera de meilleure facture que dans les grands ensembles urbains des métropoles, dont on sait que, certes, certains les mythifient comme étant les lieux des richesses du futur, et c'est vrai qu'elles concentrent un certain nombre de richesses, mais aujourd'hui, il y a une aspiration de la population à dire oui, les métropoles, durée de trajet et de temps pour aller au travail, problème d'insécurité, problème de pollution, et on voit bien que de plus en plus, en termes sans opposer les uns aux autres et en recherchant une complémentarité, je veux dire que moi, le monde rural, il a encore véritablement, quelque part, des qualités à faire valoir. Alors, il faut régler un certain nombre de problèmes que, comme vous le rappeliez, madame, tout à l'heure, et c'était bien de nous donner cette information. Je vous inviterai d'ailleurs, parce que Ville Internet a créé un conseil des partenaires. C'est pour ça que je suis venu à Ville Internet avec le monde d'Emmanuel et puis Florence Durand-Tornard. Nous avons 60 participants, et du monde public et du monde privé. N'est-ce pas, Jean-Baptiste, Placentino, puisque tu participes à nos travaux depuis quelques années, hein, et c'est d'une grande richesse que sur ces questions, on ait le monde économique et le monde public. Mais dans un monde d'économie de marché, et il y a une tradition française aussi qui est importante, c'est aussi assez intéressant d'avoir ce qu'on appelle une économie mixte et qu'il y ait une régulation publique aussi. Parce que si vous prenez l'accès aux citoyens du numérique, aujourd'hui, si on avait laissé faire le marché, qu'est-ce qui serait passé dans notre pays? Comme dans d'autres régions du monde, seules les grandes villes seraient totalement fibrées. Et on verrait, et heureusement, il y a eu des initiatives publiques, avec les RIP et avec d'autres interventions, pour faire en sorte que, dans les territoires ruraux, on puisse aussi avoir une avancée de l'accès au numérique, parce que là, on a reçu du côté de la MRF, par rapport aux propositions que vous avez faites, je le dis à chacun et chacune d'entre vous, beaucoup d'éléments de diagnostic et de propositions. Vous savez, c'est revenu souvent à quand l'Internet pour tous est compris dans nos communes, on attend depuis des années, on nous dit ce sera 2020, maintenant on nous dit c'est 2022, on nous raconte des histoires que des maires n'arrivent pas à vendre des terrains, parce que la première question qui est posée, c'est pas le prix au mètre carré du terrain, mais est-ce que vous avez bien Internet? Vous allez en vacances, moi j'étais dans le Pays Basque, plutôt en Béarn cet été, c'est vrai que la première chose que j'ai demandé en arrivant dans le gîte, c'est est-ce qu'il y a Internet, hein, et la 4G. Donc c'est un élément déterminant, y compris pour l'activité économique touristique, qui est quand même la deuxième activité économique de notre pays et du monde aujourd'hui. Donc ce sont des éléments déterminants. Et c'est vrai que, parce qu'on nous renvoie souvent, et moi, vu l'âge qui n'est pas encore canonique que j'ai, mais j'ai connu, quand j'étais maire en 77, on venait me voir pour avoir le téléphone fixe. Hein, et quand on a connu aussi l'électrification de nos pays, ça a combien duré? 30 ou 40 ans, réduction d'eau, etc. Donc il ne faudrait pas nous dire aussi qu'il va falloir attendre 25 ans pour que toute la France soit fibrée. Je crois que c'est extrêmement important. Le jour où notre pays sera totalement fibré, je pense que la donne changera considérablement. Et la question des réseaux, c'est encore un élément important. Hein, moi, nous, on parle des usages, mais beaucoup de maires nous disent, non, d'accord, c'est bien, mais quand est-ce qu'on va avoir... bon, on a eu la DSL, etc. C'était un premier pas, mais maintenant, quand est-ce qu'on aura l'Internet? Parce que, comme vous le disiez, monsieur le maire, tout à l'heure, avec les réseaux sociaux, c'est vrai qu'on communique différemment. Ça change l'exercice de notre fonction dans nos mairies, hein, par rapport à ce que nous avions avant. Et c'est vrai qu'il faut, là aussi, eh bien, pouvoir changer, évoluer. Et d'ailleurs, ça pose la question de la formation des élus. Hein, et Internet s'est beaucoup lancé dans cette question. Et il faut le dire, aujourd'hui, il y a des formations qui sont dispensées par 200, notamment associations ou autres, qui sont agréées par la Commission nationale, mais tout le monde dit que ça marche moyennement, alors que toutes les lois sont véritablement, puisqu'il y a obligation d'avoir une ligne budgétaire dédiée à la formation, et vous savez, les maires, on ne peut pas refuser à quelqu'un qui demande, à
partir du moment où les prix sont quand même raisonnables de cette formation. Et sur le sujet, vous parliez de monsieur le maire tout à l'heure, nous préparer au monde inconnu auquel on va être confronté, et c'est vrai que c'est extrêmement important. Hein, les formations pour les élus, ça ne doit pas être que de la technique, ça doit être aussi de la philosophie, de l'économie, de la sociologie. C'est-à-dire dans quel monde on va vivre demain. Et je raconte cette dernière anecdote. Quand vous pensez que dans les départements, quand vous faites un collège tout neuf, allez, 30 ou 40 ans. Bon, maintenant, on est en train de nous parler de cours inversés. C'est-à-dire que peut-être demain, les enfants ne viendront plus que 2 jours par semaine à l'école parce qu'ils apprendront tout en étant à domicile. Ça veut dire que quand on fait un collège pour 500 élèves, si demain, certains viennent 2 jours et les autres 2 jours, c'est-à-dire un collège 500 élèves, il pourra accueillir 1000 élèves. Donc quand on prépare l'avenir, c'est comment on fait, hein, parce qu'aujourd'hui, même pour un maire, tu fais une école, hein, c'est combien de temps? 3 ans, 4 ans pour arriver au projet. Mais l'école, elle est faite pour 30 ans. Donc comment on va organiser tout ça, la restauration scolaire? On a besoin de savoir tout ça, parce que ça engage des dépenses publiques. Hein, et comme les choses s'accélèrent donc vite, c'est une fonction passionnante, mais quelquefois, il y a aussi beaucoup de questions. Alors je voudrais qu'on vienne aussi, si vous le voulez, sur une question qui fait débat, c'est pour une application forte des citoyens, pour une démocratie interactive. Alors je sais qu'il y a un débat, il y a eu beaucoup de réactions sur le sujet, entre oui, mais la démocratie représentative est encore importante, on parle beaucoup de démocratie participative, mais comment on s'organise, les citoyens et les citoyennes veulent participer à la vie locale, etc., etc. Et je sais que sur cette question, il y a beaucoup de débats, y compris chez les maires ruraux. Guy, une réaction? Moi, d'abord, je remercie Ville Internet d'avoir initié cette belle proposition de motion, sachant que c'est nous qui allons la faire vivre, la faire évoluer, et donc on n'est jamais tous d'accord. Donc c'est vrai qu'il faut arriver à trouver la meilleure solution pour que le gouvernement puisse en prendre acte et puis nous accompagner. Donc comme nous le faisons nous régulièrement depuis bientôt plus de 45 ans avec l'Association des maires ruraux de France, nous sommes toujours engagés pour la défense de nos territoires à travers toutes les nouvelles technologies. Bon, mais je profite d'être à la tribune pour remercier la ville d'Aurillac et la CABA avec Jean-Paul Nicolas pour avoir initié ce magnifique forum là depuis 14 ans bientôt, et donc qui nous permet d'évoluer et de faire avancer finalement toutes ces nouvelles technologies. Je rebondirai sur l'équité des territoires, l'équité des citoyens, quels que soient les territoires. C'est vraiment la base de tout. Aujourd'hui, les normes et la réglementation nous imposent de la dématérialisation à tout va. Donc, on a la chance que les réseaux sont en train de se densifier, que les opérateurs, le gouvernement amène des solutions pour qu'on ait finalement cette équité de territoire. Donc, il faut continuer à aller sur cette vague positive. La réglementation avec la RGPD ou la RGA et puis tout ce qui est les hébergements sécurisés, vous en avez parlé tout à l'heure, c'est quelque chose de très important. Nous l'avons très bien compris au niveau de l'Association des maires ruraux, puisque depuis bientôt 25 ans, nous avons mis en place le site Campagnol pour promotionner à travers nos territoires ruraux tout ce qui était valorisant et tout ce que les gens attendent en termes de qualité de vie. Donc nous avons également le Wiki des maires, nous avons Panneau Pocket, hier nous avons signé le partenariat avec Ruraconnect, mais nous travaillons aussi avec Ville Internet, et c'est important que nous soyons partenaires parce qu'on est complémentaires, Canopé au niveau de l'éducation aussi, et nous sommes, je pense, les initiateurs des tableaux numériques avec les précédents gouvernements pour la mise en place de ces tableaux numériques interactifs dans nos écoles rurales. Donc je veux dire, on reste pas les deux pieds dans le même sabot. Donc on est convaincu que notre travail et tout ce que nous faisons à travers notre association et avec les maires ruraux de toutes les communes de France, que ça va finir par payer, puisqu'on sait qu'on a de la demande, on sait que les gens aspirent à venir travailler à la campagne et vivre à la campagne. Faut-il avoir des réseaux? Faut-il avoir du débit? Faut-il avoir les outils? Je crois que l'avenir va nous conforter dans ce sens-là et qu'on va réussir ce challenge. Cette qualité de vie avec la révolte citoyenne, elle est aujourd'hui effective. Les gens veulent avoir de la qualité de vie.
ils veulent rentrer dans les circuits courts, donc je crois que nos campagnes et nos territoires ruraux peuvent leur donner ce genre de qualité. Donc il faut qu'on aille de l'avant. L'avenir, c'est ça, c'est effectivement travailler en partenariat avec les villes et les campagnes, parce que moi j'aime bien ville internet, il faudra peut-être rajouter village internet aussi peut-être, parce que voilà, notre association, nous, ce sont des communes de moins de 3500 habitants, donc je veux dire, voilà, elles sont aussi dynamiques que les villes ou que les villes moyennes. Voilà, je voulais dire aussi qu'avec Ville Internet et les collaborateurs de Ville Internet, on a travaillé à l'issue de la révolte citoyenne sur le cahier des doléances que nous avions porté devant le gouvernement et qu'on a remis en janvier 2019 au président de la République. Donc ça avait été un travail de fond très important qui avait permis de synthétiser à peu près 8000 propositions sur des thèmes, sur une dizaine de thèmes. Donc aujourd'hui, ce travail est toujours dans les mains de notre gouvernement. Nous avons abouti à un travail aussi sur l'agenda rural avec 200 propositions qui ont été remises à Jacqueline Gouraud, la ministre des Territoires. Et je souhaite et j'espère qu'en septembre, nous aurons finalement quelques retombées par rapport à nos doléances et la doléance de l'ensemble des citoyens pour qu'on puisse avancer dans ce débat et construire ensemble finalement cette belle vie que nous retrouvons dans nos campagnes. Voilà. Donc après, je rebondirai sur le fait que effectivement cet atelier, il doit être interactif et il doit faire remonter le maximum de choses ou de pensées que les uns et les autres ont derrière la tête pour qu'on puisse en prendre compte et puis que nos gouvernants puissent nous écouter. Voilà. Peut-être un complément, mais merci beaucoup en tout cas pour ce témoignage. On parlait de dématérialisation tout à l'heure, ou quelqu'un a évoqué ça. Juste pour indiquer que l'un des sujets du concours de Sciences Po cette année, c'était texto, faut-il tout dématérialiser? C'est dire l'intérêt autour de ces questions. Et puis faire le lien avec un rapport que vous avez peut-être lu du défenseur des droits sur la dématérialisation, un rapport de Jacques Toubon qui est très bien. Ce rapport et qui notamment indique que même si la dématérialisation est obligatoire dans les quelques années à venir, je ne sais plus, c'est 2021 je crois, elle ne doit être qu'un outil au service des citoyens, mais pas le seul moyen d'accéder aux formulaires, aux services publics, etc. Mais donc, ça veut dire que derrière, il faut accompagner les gens. Et ça me permet de reboucler avec monsieur le maire tout à l'heure qui disait qu'il fallait accompagner tout ce qui était de l'ordre de l'inconnu, mais également accompagner les gens de manière plus générale et notamment les publics éloignés. Et c'est la question derrière de la médiation numérique et de la médiation par le numérique que se doivent très sûrement de faire les collectivités locales et notamment les mairies. Et ça demande des moyens qu'il faut mettre en place et pour lesquels il faut avoir des enveloppes qu'on ne trouve pas forcément facilement. Très bien, merci. Où est-ce qu'il est le ballon de rugby là? Voilà. Il est là, juste. Je vais en profiter pour m'en saisir. Jean-Baptiste Bessantino, donc je contribue un petit peu sur quelques sujets à la réflexion de Ville Internet et je écoutais la conversation de ce matin et je me disais qu'on était très centré sur les usages du numérique à destination des administrés, des citoyens, mais relativement peu sur l'usage du numérique à destination des élus et de leurs équipes. Autrement dit, le numérique, c'est aussi un formidable outil pour simplifier, vraisemblablement en tout cas, la manière dont les élus peuvent exercer leur mission de service public, la manière dont les équipes peuvent s'emparer de ces outils et aller plus rapidement et plus efficacement dans l'exécution de leur mission. Donc peut-être une piste de réflexion pour les participants ici, c'est d'une part, quels outils seraient utiles pour permettre aux élus d'aller plus vite dans leur quotidien, de se tenir informés, de maintenir une veille ou bien encore d'exécuter leurs tâches plus rapidement d'une part. Quels outils seraient aussi intéressants de mettre à leur disposition pour qu'ils entrent plus facilement dans une phase de démocratie participative dans laquelle le numérique pourrait jouer une part importante, donc mise en place d'outils de communication à destination de leurs administrés et des citoyens. Voilà, c'est plutôt une réflexion et une piste ouverte
peut-être pour solliciter l'intérêt de l'auditoire. Tu pourrais dire, Jean-Baptiste, que tu travailles actuellement sur ce qu'on a mis en place et l'UNUM. Oui, donc voilà, ma contribution à Ville Internet se situe autour d'une réflexion sur un outil qu'on appelle l'UNUM, donc qui est un outil à destination des collectivités territoriales, des petites communes comme des plus grandes, et qui vise à fournir finalement un moteur de recherche à destination des élus et de leurs équipes pour aller plus rapidement rechercher l'information dont ils ont besoin et encore une fois aller plus vite dans l'exécution de leur mission. Merci. Alors, d'autres interventions on laisse d'abord là. Guy, vas-y. D'abord là, ça. Bien, les amis qui veulent prendre la parole. Oui, je vous en prie. Bonjour, Philippe Ramon, je suis le sous-préfet directeur de projet sur le plan de revitalisation de la Creuse. Et la Creuse, elle a ce site particulier qu'elle a 256 communes, 117 000 habitants, une commune de plus de 10 000, trois communes, je veux dire, avec celle de 10 000 de plus de 5 000 habitants, 75% des communes qui ont moins de 500 habitants et la moitié des communes qui ont moins de 100 habitants. Voilà. Et donc, ça veut dire que ces communes, elles sont gérées par leur maire et par un secrétaire de mairie à temps partiel. Et ce secrétaire de mairie à temps partiel et ce maire, plutôt surtout ce maire, est confronté à des obligations désormais en termes de réglementaires, que ce soit sur la RGPD, que ce soit sur la dématérialisation, que ce soit, sans parler de ce que vous dites sur l'intérêt qu'il pourrait y avoir à développer un certain nombre d'outils, mais ils sont absolument dans l'incapacité technique et d'y faire face. Ils ne savent acheter un ordinateur pour un secrétaire d'une mairie de 100 habitants, c'est pas évident, c'est compliqué parce que en fait, quel ordinateur, quelle performance, quel type de... Alors ne parlons pas de la sécurisation des données, des systèmes de sauvegarde, etc. Donc quand on est dans le très rural, là on a à faire face à des choses qui sont très compliquées. Alors dans le cadre du plan particulier, on envisage de travailler avec le conseil départemental à ce que celui-ci devienne une sorte de DSI départemental, c'est-à-dire qu'en fait toutes les communes, on en parlait, j'entendais madame tout à l'heure en parler un petit peu, c'est-à-dire qu'en fait toutes les communes, en fait leurs données seraient gérées par le conseil départemental. On a un data center qui est en train d'être mis en place, donc il pourrait y avoir un seul marché passé par le conseil départemental avec le data center pour le compte de l'ensemble des communes. L'ensemble du soft serait maintenu avec des licences à jour et des licences en termes de sécurité, c'est important, mais serait fait par uniquement un seul centre très compétent. Bon, donc voilà, donc nous on plaide beaucoup dans ce sens-là. C'est pas obligatoirement très facile parce que justement il faut qu'on convainque des élus qui, pour le moment, ont un peu de mal à percevoir les enjeux, mais le jour où il y aura des fuites sur un fichier Excel dépassé ou sur des documents où on utilisera à des fins malveillantes ce type de fichier, à ce moment-là, ils réaliseront qu'il y a un vrai problème, il y a un vrai enjeu. Donc on essaie de les convaincre de l'utilité de passer par ce système de DSI départemental. C'est pas autrement très simple parce que justement, ils sont dans le bleu, quoi. Ils savent pas du tout vers où ce qui est en train de se passer et vers où il faut aller. Non, mais l'État est toujours très prudent. Moi, je voudrais intervenir concernant le département où monsieur est arrivé à parler, la Creuse. Donc, j'ai eu l'impression qu'on était des ploucs là-bas. Vous vous présentez, madame? Présentez-vous. Laurence Bussière, présidente des maires ruraux de l'Eure, et ma famille est en Creuse. Donc, je peux en parler parce que quand vous dites que les maires ne font rien pour mettre des choses en place. Moi, je suis désolée, moi je connais des maires en Creuse qui veulent faire plein de choses, mais ils sont en zone blanche et ils n'ont pas la fibre. Donc, qu'est-ce que vous voulez faire avec ça? Donc, moi je dis, le département devrait se bouger un peu plus. Bon, je ne vais pas dire le gros mot, mais ça me révolte un peu. Donc, arrêtons de dire que les petits maires de village ne font rien. Ils ont
ils aimeraient faire des choses, certains, peut-être que d'autres moins, mais certains veulent faire des choses, mais on ne leur donne pas les moyens. Et moi, je vois dans ma famille, je suis allée pendant les vacances, parce que mes beaux-parents sont des personnes très âgées, ils sont en zone blanche, on a voulu leur mettre une box, c'est pas possible parce qu'il n'y a pas la fibre. Donc c'est quand même un scandale, je trouve, à notre époque. On ne peut pas leur mettre l'assistance verte parce que voilà, on ne peut pas. Donc il faut réfléchir, les grands élus, arrêtons d'attaquer les petits maires parce qu'on fait notre possible et il n'y a rien de fait pour mettre. Moi j'aime pas trop l'appellation petit maire et oui, grand maire. Je sais, mais moi j'aime bien parce que c'est ce qu'on ressent. D'accord, mais il y a les maires des collectivités démographiquement plus petites et grandes, etc. Mais, tout à fait, je suis d'accord avec vous. Mais... C'est pour ça qu'au nom de l'égalité républicaine, il faut essayer de... Oui, non, mais... On est d'accord là-dessus. Guy. Non, mais effectivement, il y a des petites communes et des grosses communes, et les maires sont tous les mêmes en France, qu'ils aient 100 habitants ou 200 000. Voilà. Pour répondre à monsieur le sous-préfet, et pour rebondir sur ce que vient de signaler Laurence, c'est vrai que les réseaux et tout l'équipement d'un département ou d'un territoire est important. Mais bon, sachez, pour votre gouverne, monsieur le sous-préfet, c'est que nous, au niveau de l'association des maires ruraux de France, on s'est déjà inquiété sur ce sujet. Et donc, si vous voulez donner des conseils à vos communes ou aux petites communes, au niveau de l'association des maires ruraux de France, on développe un site internet qui s'appelle Campagnol et qui permet aussi d'avoir la protection des données. C'est simple d'utilisation, donc Céline est dans la salle, elle peut vous donner tous les renseignements, c'est pas très onéreux. Donc voilà, c'est aussi une façon de pouvoir responsabiliser les gens qui n'ont pas d'outils à leurs moyens, mais par le biais de notre association, on peut les accompagner. Dans mon département de Lot-et-Garonne, je vous dirais aussi que le centre de gestion accompagne les communes. Alors ça dépend de chaque centre de gestion, mais voilà, Aurillac, comme on me dit aussi à côté, mais je crois qu'il y a des outils, et puis le meilleur outil qui peut permettre d'aider les communes, c'est l'échelle supérieure, c'est l'intercommunalité, c'est-à-dire que l'intercommunalité doit se mettre à la disposition de ces communes qui sont en difficulté, puisque l'intercommunalité a été faite pour aider les communes et pouvoir faire à plusieurs ce qu'on ne pouvait pas faire seul. Voilà. Et on nous dit qu'on n'a plus que 5 minutes. Tu voulais rebondir? Non? Bon, c'est bon? Je suis surtout garant que chaque parole soit présente et digérée pour la restitution. Les propos. Très bien. Bien, avant de conclure, Mathieu, nos travaux de ce matin, moi je suis de ceux qui pensent et convaincus depuis quelques années, plusieurs années d'ailleurs, parce que vous savez que notre pays, pendant longtemps, a toujours d'ailleurs le plus grand nombre de collectivités locales de l'Union européenne. On a été jusqu'à même 50%. Maintenant, avec les 28, 27 demain, on était quand même encore autour de 35%. Et je me souviens, il y a de cela 5 ans, ça avait intéressé nos amis anglais, qui étaient venus en France pour étudier. Vous savez, ce ne sont pas... Ils ont un regard sur notre pays qui est très positif souvent, mais ils savent aussi être très critiques à notre endroit, et c'est tant mieux parce que ça nous permet de nous interroger. Les collectivités anglaises n'ont pas du tout les mêmes responsabilités que nous avons, à part les grandes villes, et encore. Ils sont dans un autre registre sur le plan historique. Et cette idée que nous ayons 36 000 communes, 530 000 élus locaux, c'est peu sur un pays qui fait 67 millions d'habitants. Ce sont des citoyennes et des citoyens qui sont engagés pour 75% d'entre eux sans indemnité. Parce que souvent on critique le trop grand nombre. Il faudrait faire des économies sur ce sujet, alors qu'on peut considérer aussi que c'est une forme de véritable richesse. Et je ne parle pas des millions de citoyens et citoyennes qui sont engagés dans la démocratie sociale. Que seraient nos collectivités, conseils de quartier, associations, dans tous les domaines, et c'est une formidable richesse dans notre pays qui en soit ainsi. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faille pas nous réformer, qu'il ne faille pas évoluer, et d'ailleurs tout le monde s'engage très fortement pour comprendre le monde dans lequel nous sommes, essayer de sortir de l'écueil. Et n'oublions pas qu'en Europe,
nous sommes le pays qui a la plus grande superficie. 117 habitants au kilomètre carré, quand l'Allemagne est à 250, la Grande-Bretagne est à plus de 300. Ça veut dire que quelque part, les pays qui demain ont une certaine superficie ont notamment beaucoup de demandes de la part de migration. Alors on parle souvent de la migration venant d'autres pays pour des raisons économiques ou écologiques, mais il y a un formidable mouvement de migration à l'échelle de l'Europe et des 28 pays de l'Union. Souvenez-vous tous ces Hollandais qui sont venus notamment prendre des exploitations agricoles. Dans mon appartement, on avait 10 000 maisons où il y avait des résidents anglais. On avait même des villages de 500 habitants dont 70% étaient une population anglaise. Et donc ça change la donne et quelque part ce sont aussi des études conduites. Donc voilà, je pense qu'on ne veut pas opposer le monde rural au monde urbain, c'est la France tout entière dans sa diversité et c'est de voir comment on peut rester un pays très attractif. Première destination encore au monde talonnée par l'Espagne sur le plan touristique, qui est, je le disais tout à l'heure, formidable activité économique. Monsieur ? Bien, merci, merci à tous. C'est un petit peu frustrant parce qu'on aurait plein de choses encore à discuter. La question des réseaux sociaux, moi, m'intéresse. Ça ne s'improvise pas pour un élu d'être sur les réseaux sociaux, même si on pourrait penser que c'est simple d'être en proximité avec les citoyens. Mais on va devoir s'arrêter là puisque le chrono nous l'impose. On va vous libérer pour le café. Moi j'ai un petit peu triché, désolé. Juste pour vous dire tout de même que ce sur quoi on a travaillé ce matin continuera d'être alimenté, augmenté. Merci. Mais néanmoins, Claudie Le Breton en rendra compte un petit peu demain matin. Lors de la séance qui aura lieu entre 9h et 10h30 sur les nouvelles citoyennetés. Voilà, merci à tous. N'hésitez pas à venir nous voir sur les stands si vous avez des questions. Et puis, bonne journée. Merci encore.